Est-ce que vous aimez les animaux? Oui, Oui, Bah, super, parce qu'en fait, on va parler d'animaux aujourd'hui, donc c'est chouette. yes. Et je vous ai préparé une petite chronique donc qui fait un peu suite à celle que j'avais fait sur le chien en Amérique, donc l'origine du Oh! chien et cetera. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais on s'était arrêté sur la différence un peu entre les conceptions européennes et les conceptions natives américaines des relations entre animaux et humains. Et en fait, Ouais, vu que c'est un vaste sujet, il y avait un article que j'avais prévu, de traiter dans la chronique du chien, sauf qu'il faisait 33 pages, il était extrêmement long et extrêmement intéressant et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais refaire une chronique à part». Du coup, je sais pas si vous vous rappelez aussi, mais j'avais évoqué une historienne américaine qui s'appelle Marcy Norton et en fait, elle a introduit un concept qui est le concept de Yegwe, pour parler en ah fait oui, je m'en de ce souviens ça, ouais. rapport aux animaux qui est assez particulier, qui semble exister du coup dans le monde caribéen et le monde amazonien. Et du coup, on va se pencher sur un de ces articles qui a été publié en 2016 dans l'American Historical Review, qui est intitulé The Chicken or the Yegwe. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un peu le déroulé de cet article en le traduisant dans ses grandes lignes. Et du coup, si vous souhaitez le lire dans son intégralité, et bien en fait, il y a la référence qui est dans les commentaires. Mais en fait, vu qu'on voit pas, Yes, je comme fais à le chaque fois geste, mais on d'ailleurs. voit pas. Ah C'est un oui, c'est petit vrai que peu toi tu audio, fais un geste, mais on n'est pas sur Twitch aujourd'hui. c'est clair. Donc, notre histoire, elle commence à une époque que je pense que vous devez commencer à bien connaître, vu qu'on est en 1544 sur l'île Ouais. d'Hispaniola. Donc à cette époque, il y a les cultures locales taïno qui sont en train de disparaître. Il y a les derniers villages qui sont relocalisés à mesure que progresse l'implantation coloniale et les autochtones sont exploités dans le cadre de l'encomienda, qui est un travail forcé et qui, avec les maladies, ravage les populations en les maintenant dans une situation d'esclavage. Le chroniqueur Gonzalo Fernández de Oviedo rapporte une curieuse anecdote. Il y a un homme, un autochtone, qui connaissait l'espagnol, qui parlait un peu à l'espagnol, qui était parvenu à se réfugier dans les montagnes du centre de l'île pendant 20 ans afin d'échapper à l'encomienda. Il survivait dans la jungle et les régions sauvages grâce à une relation spéciale qu'il était parvenu à établir avec 3 cochons, deux Ah ouais? mâles et une femelle. Et l'homme et ses cochons chassaient des cochons sauvages de la même manière que les Européens chassaient avec des chiens. Donc on avait un cochon qui traquait la proie, un autre qui la saisissait, et le dernier qui servait à assister aux besoins. Et le coup final était porté par l'homme avec une lance. Lorsque la proie était tuée, l'homme la partageait avec ses cochons et en conservait une partie en la salant pour la manger plus tard. Et en complément, l'homme ramassait des plantes et des racines qu'il partageait aussi avec ses cochons. La nuit, il les chouchoutait à tour de rôle pendant des heures avant de dormir. Mais malheureusement, un jour, les cochons furent tués par des soldats espagnols. Et dépité par cette perte, l'homme leur dit qu'il devait sa vie à ses cochons, qu'ils avaient chacun un nom et qu'ils étaient ses amis. Et en fait, il était dans un tel état de peine et de souffrance que les soldats, en fait, commençaient à se sentir vraiment mal d'avoir tué ses compagnons. Oviedo, il est fasciné de la manière dont cet homme est parvenu à convertir des cochons de proie à prédateurs. Et en fait, comment, par une relation d'amitié, il est arrivé à convaincre les cochons de s'en prendre à d'autres. Mais oui, il juge aussi que c'est une marque de bestialité et de sauvagerie que de vivre ainsi parmi les bêtes. Donc cette anecdote, je la trouvais assez intéressante. Je pense que ça ferait un bon scénario pour un Ghibli, par exemple. je suis d'accord. Donc, comme on l'avait évoqué dans la critique sur le film Prey, qu'on avait fait avec Raph et Marc, ou sur la chronique sur le chien en Amérique, il y a des profondes divergences dans les relations interespèces entre Européens et natifs. Et, les principes européens, ils sont hérités de l'Antiquité, et en fait, ils consistent à maintenir des frontières claires entre les humains et les animaux, qui sont eux-mêmes régis par des principes hiérarchiques. Par exemple, on a les chiens et les chevaux, les rapaces, qui sont utilisés pour la guerre et la chasse, qui ont un statut supérieur au bétail, par exemple. Et ne pas respecter cette hiérarchie, c'est considéré comme une forme de transgression. En Amérique, à l'image de l'homme anonyme avec ses cochons, la division elle a lieu entre les êtres sauvages et les êtres familiers, au lieu d'une division humain-non humain. En fait, on a les humains proches et les animaux apprivoisés dans un même groupe, et les ennemis humains et les proies qu'on peut chasser dans un autre groupe. Et l'un des objectifs qui est souhaitable pour sa communauté, c'est de transformer l'animal sauvage en animal apprivoisé, de la même manière en fait qu'on transforme l'ennemi humain en semblable, en fait en les emmenant d'un groupe extérieur au groupe interne. On retrouve en fait cette division chez pas mal de peuples, notamment certains que j'avais déjà évoqués lors de mes chroniques, comme par exemple les peuples iroquoiens, les peuples mayas ou même les Tupinamba. Et ce système d'adoption, il est omniprésent dans les Caraïbes et le bassin amazonien, qui
qui sont les régions dans lesquelles du coup l'article se concentre. Et donc c'est dans ce contexte que l'autrice introduit le terme de Yegwe. Est-ce que les Iroquois avaient déjà des animaux qui étaient domestiques? J'imagine que oui. Mais est-ce que Les du chiens. coup, ils faisaient partie des biens qu'on se transmettait? Puisque du coup, c'était, d'après ce que j'avais compris quand j'avais entendu une chronique sur les Iroquois il y a quelques jours, que du coup, on n'était pas sur une société matriarcale, mais que tout de même, ça pouvait faire partie du coup des biens tels que des armes que l'homme pouvait emporter avec lui dans un autre clan, où en fait les chiens restaient avec du coup les biens de la famille et seuls les biens propres objets partaient avec monsieur. Alors c'est une bonne question parce que en fait je j'ai pas la réponse parce que là du coup, c'est comme on va le voir, c'est un sujet qui est, assez, assez peu traité parce qu'on parle beaucoup des humains entre eux dans les sociétés. On parle très peu des animaux qui vivent avec les humains dans les sociétés et c'est pour ça que cet article va être très intéressant parce qu'en fait, on va parler un petit peu de tout ça, mais pour, l'Amazonie et les Caraïbes et je suis très, très curieux, je serais très curieux de trouver quelque chose qui concerne, l'Amérique du Nord à ce sujet. Ouais, parce que ce serait du travail d'archéozoologie pour le coup, parce que là, l'archéozo, c'est le lien entre l'homme et l'animal, justement, c'est cette discipline. Tout à fait. Que Et c'est c'est. pour ça là, ça va être un Ouais. petit état des lieux que je vais vous faire. Donc l'autrice, elle constate tout d'abord que il y a certains individus d'espèces non humaines, comme par exemple les perroquets ou les pécaris, qui sont chassés et consommés, tandis qu'on a d'autres individus de ces mêmes espèces qui sont apprivoisés et considérés comme des êtres adoptés, donc des yegwés. Le terme qu'elle utilise, en fait, il est utilisé initialement par les peuples Kalinago des Petites Antilles. Et il désigne aussi bien un animal apprivoisé qu'un enfant humain adopté. Pour ces peuples, la chasse comme la guerre en fait est une finalité qui est similaire, à savoir obtenir des captifs qui seront soit mis à mort, exécutés, soit adoptés par la communauté. S'ils sont adoptés, ils obtiennent alors une nouvelle identité, un nouveau statut, qui va souvent d'esclave à parent, donc parents proches. Mais ils peuvent aussi être exécutés rituellement, pouvant servir parfois de repas anthropophages, ou alors transformés en trophées en utilisant par exemple leurs os, leurs dents ou d'autres parties de leur corps pour fabriquer des objets rituels. Marcy Norton, elle propose donc le terme de Yegwe comme une sorte de concept fondamental qui organise les relations interespèces et interhumaines dans cette partie de l'Amérique. Elle est historienne, donc elle s'appuie principalement sur les rapports ethnographiques qui, depuis le contact, tendent un petit peu dans cette direction en accumulant énormément de témoignages de prise de captifs et d'apprivoisement d'animaux sauvages. Comprendre ces processus d'apprivoisement pourrait aussi permettre de reconsidérer le concept même de la domestication dans l'histoire humaine au sens où on l'entend généralement. En fait, en effet, si on y pense, la domestication s'est souvent présentée comme un palier de progression d'une civilisation humaine. Et c'est une vision des choses qui est très ancienne, qui est déjà présente dans la Genèse et dans la Grèce antique. On la retrouve aussi dans les discours colonialistes, dans les idées de l'époque des Lumières, ou encore chez les théoriciens du libéralisme et du socialisme, comme Adam Smith ou Karl Marx. En fait, c'est un postulat qui est très européano-centré et qui fait encore autorité de nos jours dans de nombreux domaines, comme par exemple la recherche scientifique, donc les expériences animalières, ce genre de choses, ou encore l'élevage. Et comme on l'avait évoqué dans la chronique sur le chien en Amérique, la principale différence entre la domestication et l'apprivoisement, ça réside dans le fait que, pour le premier, l'humain est impliqué dans le processus reproductif et évolutif de l'animal, sur plusieurs générations. Mais l'apprivoisement d'animaux sauvages n'aboutit pas nécessairement non plus à une domestication. En fait, il n'y a pas dans les sociétés humaines de trajectoire universelle qui va de l'apprivoisement pour arriver à la domestication. Le célèbre biologiste et quelque peu controversé Jared Diamond relaie notamment que le phénomène de domestication en Amérique s'est heurté à des obstacles qui n'existaient pas en Eurasie, comme le manque d'espèces pouvant fournir des candidats potentiels par exemple. Et en fait, ce qui véhicule auprès du grand public, notamment dans les années 2010, et avec son livre Guns, Germs and Steel, je crois, et aussi certaines de ses conférences, en fait, ça véhicule une conception universelle du progrès humain qui tendrait naturellement vers la domestication et qui serait un déterminisme biologique de sapiens, en fait, de notre espèce. Mais pour les spécialistes des peuples d'Amérique, en fait, ce sont plus des raisons culturelles qui expliquent que ces sociétés n'ont pas suivi la même trajectoire qu'en Eurasie. Les relations humains-animaux ne sont simplement pas les mêmes et n'ont donc pas abouti aux mêmes résultats. En fait, les perroquets, les pécaris, les singes, les tapirs, les paresseux et plein d'autres espèces qui sont présentes en Amérique du Sud sont tout à fait apprivoisables et auraient pu être de solides candidats à la domestication. Mais en fait, dans le système culturel précolombien, et en particulier dans ces régions-là, contrôler sur le long terme la reproduction animale ou maintenir du bétail, ce n'est pas du tout un objectif qui est recherché.
Et d'ailleurs, on le verra un petit peu après, mais lorsque ces sociétés, elles ont adopté des animaux déjà domestiqués par les Européens, en fait, elles l'ont fait selon leurs propres coutumes à elles, en les considérant, donc selon Marcy Norton, comme des yegwés et non comme du bétail. Moi, je voudrais savoir comment ça s'écrit Yegwe en version occidentale. Iegue. Merci. Donc l'échange biologique et écologique qui a suivi le contact après 1492 a eu des conséquences sociales et environnementales sans précédent. Au-delà de l'action humaine de colonisation, c'est tout l'écosystème de l'Amérique qui se retrouve impacté, de la diffusion de maladies à l'érosion des terres qui est causée par l'introduction du bétail. Et dans le sillage de ces échanges, et précédant parfois l'arrivée physique des colons, ce sont des systèmes sociaux et culturels complets qui ont dû s'adapter. L'impact sur les animaux qui vivaient dans ces communautés est encore très mal connu. En fait, une des raisons, c'est que les animaux sont considérés comme un des composants de la nature et que du coup, ils sont considérés comme tels. Mais il y a certains chercheurs qui mettent de plus en doute une vision anthropocentrée de l'histoire. Privilégier l'étude des humains seuls dans des systèmes qui ne divisent pas humains et animaux de la même manière que nous repose sur des fondements qui, de fait, se retrouvent discutables. Et ça, c'est à mettre en rapport aussi avec l'évolution des connaissances sur le comportement animal et le fait que certaines capacités, qui sont considérées comme uniques à l'humain, se trouvent aussi chez d'autres espèces. Et ça, c'est des découvertes qui sont contemporaines, comme par exemple l'empathie ou des formes de langage ou même l'expression du deuil qu'on peut retrouver dans d'autres espèces animales. Et d'un point de vue philosophique, les barrières entre l'humain et les autres espèces sont sans cesse interrogées. Et dans notre société, les débats sur le spécisme et l'anthropocentrisme se retrouvent même dans la sphère politique, dans la sphère publique, et sont parfois perçus comme la prochaine frontière après la lutte contre le racisme et le sexisme. Donc actuellement, d'un point de vue des lois, si on résume de manière un peu grossière, en fait on divise le monde entre des sujets sentients, sensibles, qui agissent avec une conscience, et le reste, qui est inerte. Mais les divisions nature-culture, qui sont héritées en fait du système de pensée occidental, sont également interrogées. Il y a certaines études qui se penchent sur la conception du monde animal d'un point de vue non européen. Le but n'est plus seulement de considérer les peuples d'Amérique comme un sujet d'étude, mais de faire un effort pour comprendre l'environnement à travers un point de vue autochtone. Il ne s'agit pas non plus de passer à un mode de pensée ancien ou de passer à un référentiel natif, mais en fait de prendre en considération les conceptions autochtones dans l'étude de leur propre culture, comme le suggère par exemple Philippe Descola, dont on reparlera probablement un jour, je pense, si j'arrive à finir les 700 pages du bouquin que je suis en train de lire. Ah, vache. Il est donc critique de faire attention à l'ontologie native américaine dans laquelle, selon l'anthropologue Carlos Fausto, la conscience intentionnelle et la réflexion ne sont pas des attributs exclusifs à l'être humain, mais concernent potentiellement tous les êtres du cosmos. Et dans ce cas, les plantes, les animaux, les dieux, les esprits sont aussi potentiellement des personnes qui peuvent interagir avec les humains. Pour Marcy Norton, s'appuyer sur des concepts américains concernant les animaux et les pratiques ou concernant les yegwés, c'est-à-dire des notions qui sont subjectives entre les espèces, permet de s'affranchir de l'universalité des notions européennes issues du contexte de la colonisation. Et ça, c'est très important. Et surtout, moi, ça me parle beaucoup après ma chronique sur le chamanisme. Du coup, je Oui. peux être qu'entièrement d'accord avec ce genre de démarche. Donc ça permet en fait de s'éloigner de grilles de lecture issues de traditions européennes et d'ouvrir de nouvelles trajectoires sur l'appréhension des relations, pour le coup, interespèces. Si on parle donc de Caraïbes et d'Amazonie, c'est qu'on a des continuités culturelles qui ont été observées chez ces peuples-là, qui s'expliquent notamment par des vagues de migration, des réseaux d'échanges qui sont extrêmement importants, et des conflits aussi qui existaient dans ces régions. Au niveau de la temporalité, les rapports écrits concernent des pratiques d'apprivoisement depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours, mais Marcy Norton prévient tout de même qu'il faut être attentif à ne pas considérer des pratiques et croyances actuelles de groupes autochtones comme similaires à celles de leurs ancêtres. Chaque société évoluant dans le temps, il est impossible d'extrapoler l'identité, les pratiques ou tout autre aspect d'une culture, d'une période à une autre, ou de les attribuer d'un groupe ethnique à un autre. Et ça, j'ai l'impression que je le répète beaucoup dans mes chroniques, mais c'est vrai que je le retrouve beaucoup aussi dans ce que je lis. Lorsqu'il y a des preuves indépendantes de phénomènes similaires à travers le temps, ceux-ci sont à considérer de manière comparative, ou comme ayant des bases structurelles suffisamment solides, et non comme une preuve d'intemporalité. Le fait qu'il y ait un socle commun aux pratiques autochtones dans les Caraïbes et en Amazonie n'entre pas non plus en contradiction avec le fait qu'il y a eu des variations locales et régionales. Je vous renvoie à l'idée par exemple de réseau culturel quand on avait parlé des Taïnos par exemple.
Par ailleurs, le concept de Yegwe doit être compris dans un contexte de prédation et d'adoption, qui régit à la fois les relations entre humains et entre les espèces. En Amazonie, par exemple, la guerre s'est présentée comme une forme d'appropriation. On s'approprie les capacités des victimes, on convertit l'adversaire en semblable, on produit et on se renouvelle par la destruction de l'autre. L'un des objectifs, c'est de capturer des femmes pour leur capacité reproductrice, des hommes pour en faire des guerriers, et tous et toutes deviennent des membres de la communauté, des esclaves ou des serviteurs qui apportent des biens ou des services qui profitent à tout le groupe au final. Donc ramener des femmes, des enfants, des esclaves, c'est une pratique que l'on trouve largement répandue en Amérique du Sud et dans le monde caribéen, et même un petit peu au-delà, on l'avait vu avec d'autres peuples notamment. Et ces aspects de la prédation comme moyen de produire de nouveaux sujets pour la communauté, elle s'illustre assez bien dans la guerre de capture qui est pratiquée par les Kalinago des Petites Antilles, peuple duquel le terme qui est utilisé par Marcy Norton est issu. Le missionnaire français Raymond Breton a vécu parmi les Kalinago dans les années 1640-1650. Il a écrit 2 ouvrages à leur sujet, 2 dictionnaires qui mêlent point de vue natif et point de vue européen, qui fait de ces livres des sources ethno-historiques majeures. Et ils sont très intéressants. J'ai l'occasion d'avoir les 2 en PDF. C'est toujours un mélange un peu de naïveté, d'informations, très pertinentes aussi sur ce qui se passe. En fait, c'est des témoignages historiques qui sont extrêmement précieux. Il mentionne du coup les guerres de capture et les adoptions qui en résultent. Il explique que les Kalinago exécutent les guerriers prisonniers, que les femmes sont données en tant qu'épouses ou esclaves, et que les enfants deviennent aussi des esclaves. Il note un parallèle entre le fait d'exécuter un prisonnier et de donner la vie ou d'adopter un ennemi. Par exemple, il y a un mot Kalinago qui signifie à la fois mon premier-né et la raison de mon jeûne. Et le jeûne, en fait, on pratique le jeûne lorsque le premier enfant naît, lorsqu'un proche meurt ou lorsque l'on capture un ennemi. Et il écrit aussi que les adultes considèrent qu'il est dangereux de s'appeler par leur propre nom et qu'ils se désignent comme le père ou la mère d'un tel, puisqu'en fait les enfants, eux, peuvent être nommés. Et c'est aussi un honneur d'être nommé du nom d'un ennemi qui a été tué. En fait, on voit une relation assez similaire entre le fait de tuer une victime, de s'approprier son nom, et une relation aussi père-fils. Et symboliquement, en fait, on voit que les conséquences de la guerre, donc l'adoption et la mise à mort, sont liées puisqu'elles deviennent toutes les deux une source de vie. On a un même rapport qui s'établit avec les êtres non humains. Et là, si vous êtes sensible à la violence envers les animaux, je vous conseille de passer un petit peu. Lors d'une cérémonie Kalinago, en fait, ce sont des oiseaux de proie qui jouent un rôle similaire. Plusieurs mois avant la cérémonie, les hommes vont chercher des oiseaux dans leur nid afin de les élever pour le rite. Le jour de la fête, le chef des guerriers écrase son oiseau sur le sommet de son crâne et laisse son sang couler pendant tout le rituel. Ceux qui ont un enfant ou qui ont tué un ennemi font de même et mélangent les oiseaux écrasés avec du piment. Les hommes enduisent ensuite les jeunes garçons du mélange et ces mêmes jeunes garçons se font auparavant inciser la peau avec des dents d'animaux montées sur des os humains ou avec des feuilles d'ananas. Et à la fin de la cérémonie, chaque garçon et adulte mange le cœur des oiseaux puis se fait vomir après avoir bu une infusion de tabac. Eh ben putain. C'est tout un processus. Ouais. Du coup, ce rituel, il permet d'illustrer 2 aspects de la prédation. Premièrement, ça souligne la perméabilité des corps, qui conduit le guerrier ou le chasseur à s'approprier les qualités de l'être qu'il ingère. On a l'outil qui sert à inciser les chairs, qui est monté sur des os d'anciens prisonniers qui ont été exécutés, et qui permettent de transférer un petit peu la puissance de ces guerriers-là. Et lorsque les guerriers mangent de la chair, revêtent des peaux ou portent des pendentifs avec des dents, se couvrent le corps de sang d'animaux, le but c'est de s'approprier le courage, la force, la férocité, etc. En fait, c'est des rites qui lient à la fois l'apparence externe, donc ce qui est en train de se passer, à une transformation interne. Et la seconde caractéristique de ce rituel, qui est très importante, c'est la familiarisation du rapace, l'adoption de l'être que l'on va sacrifier. Et on retrouve d'ailleurs cet équivalent chez les Tupinamba, qui adoptent leurs prisonniers avant de les sacrifier, puis les consomment pour s'approprier leurs capacités. Mais dans la vie courante, on ne mange pas un être familier, qu'il soit humain ou non humain. Dans certains rituels ostentatoires, l'adoption d'un sujet, qui a pour but d'être exécuté, souligne le lien entre la création par la naissance ou l'adoption et l'appropriation par la consommation ou l'exécution. Et du coup, les Yegwe non humains sont des semblables, en fait, des membres de la communauté. Ils doivent être nourris, mais ils ne sont pas destinés à être mangés.
L'importance de cette catégorie d'être adopté se retrouve dans la linguistique Kalinago, qui est recueillie donc par le père Raymond Breton. Et d'ailleurs, je précise aussi que chez les Kalinago, les hommes et les femmes ont une langue différente. C'est une petite particularité qu'on abordera, je pense, sur une chronique. Donc Yegwe, c'est la forme parlée par les hommes, et si on a une femme, on dirait plutôt Niligwini. Et la définition donc de ce terme, ça renvoie à un animal ou un enfant qu'on a la charge de nourrir. Il précise en outre que les Kalinago n'élèvent pas d'animaux pour les manger. Par contre, ils gardent des animaux pour des activités ou des services spécifiques. Par exemple des coqs pour le réveil, des oiseaux avec des couleurs vives pour leurs plumes, ou alors des chiens pour la chasse. Il ajoute aussi que s'ils avaient des poules, ils mourraient avant d'envisager de les manger, et la même chose concernant les œufs. Raymond Breton, en fait, il perçoit que les Yegwés sont fondamentalement différents des animaux domestiques européens. Ils ne sont pas supposés être tués par leurs gardiens. Et d'ailleurs, il y a un autre mot qui est à mettre en relation, c'est le mot Namakachi, donc version parlée par les hommes, ou Namakachitina, qui est la version parlée par les femmes, qui signifie, je cite, animal qui viennent privément devant eux, qu'ils croient être à leur dieu et qu'ils n'osent tuer. Oh. C'est beau, hein. Ouais, grave. C'est très poétique d'une certaine manière. Ouais, et c'est très intéressant. Je trouve qu'il est très facile à lire, Raymond Breton, comparé à d'autres auteurs qui, Ouais. leur style est imbuvable, Lui, il est accessible. c'est clair. On a des ethnographes contemporains comme Patrick Manger qui rapportent le terme égout, qui a un sens similaire chez les peuples Chicao d'Amazonie, de la même famille de langues que les anciens Kalinago. Et chez les Chicao, les égouts sont autant des oiseaux que des animaux aquatiques, mais aussi des rongeurs ou des singes. Et le terme s'applique aussi aux enfants adoptés, et, fait intéressant, aux trophées qui sont faits à partir de cadavres ennemis, comme par exemple des flûtes en tibia ou alors des colliers de dents. On retrouve le même sens de la prédation et l'appropriation qui a lieu autant dans la guerre de capture que dans les interactions avec des êtres non humains. Il y a l'ethnographe Hélène Basso qui constate un concept similaire chez les Kalapalo du Brésil avec la notion d'itologu et note que les relations sont analogues entre les parents et les enfants et les parents avec les animaux. Les deux en fait sont censés être nourris, enfants comme animaux, élevés et gardés dans l'enceinte de la maison. Les itologus ne sont jamais mangés ni tués et reçoivent même des funérailles à leur mort. Et encore d'autres similarités sont constatées dans d'autres langues en Amérique du Sud. En parallèle de cette partie linguistique, on a des chroniqueurs, des voyageurs, des missionnaires qui rapportent la manière dont les peuples de ces régions traitaient leurs animaux. Et ça aussi c'est assez intéressant. Au Venezuela, au XVIIIe siècle, il est noté que pour les peuples de l'Orinoco, il y a des animaux qui sont tués lors de rituels et d'autres qui sont élevés avec soin. Et malgré le fait que les autochtones n'aient pas d'animaux domestiques, il y en a qui sont apprivoisés et qui possèdent des noms dans le but de les distinguer de ceux qui sont sauvages. Il est dit, là aussi c'est une petite citation, que les Indiens locaux ont l'habileté très rare à apprivoiser des bêtes sauvages et qu'il est difficile de le croire tant que l'on n'a pas vu de ses yeux. Les perroquets apprivoisés se retrouvent un petit peu partout dans la culture autochtone et référencés depuis l'époque du contact, depuis les débuts. En fait, de nombreuses fois, on a des Européens qui ont pu obtenir des perroquets de la part des peuples rencontrés. Christophe Colomb, il a pu en avoir autant qu'il le demandait. Il en a eu au moins une quarantaine, qui est énorme hein, quand on y pense. Ramener Ouais, 40 carrément. perroquets avec soi, pour son premier voyage, hein. Je dis pas tout le guano qu'il y a dû avoir après C'est clair. dans le navire. Et au XVIe siècle, chez les Tupinamba, les Français rapportent que les perroquets sont logés dans les maisons, mais vivaient en totale liberté, contrairement à ce qui se faisait par exemple en Europe au même moment. Mm. Et ils s'en servaient pour prélever les plumes, pour fabriquer des objets rituels. Donc les Tupinamba leur apprenaient aussi à parler et les mentionnaient comme des amis. Au XIXe siècle, en Guyane, un explorateur et missionnaire anglais répertorie 5 espèces d'oiseaux et plusieurs variétés de perroquets au sein d'un seul village autochtone. Et en fait, il note aussi que certains oiseaux suivaient les humains comme des chiens, même en dehors du village. Au-delà des perroquets, il y a plusieurs autres espèces qui sont adoptées. Donc ça va jusqu'aux iguanes ou aux lamantins. On a par exemple le chroniqueur Pierre Martyr d'Anguera qui rapporte qu'un chef taïno avait attrapé un jeune lamantin dans ses filets, mais au lieu de le manger, en fait, il l'a ramené dans un estuaire et nourri avec de la nourriture humaine. Il a reçu même le nom de Matou et vécu pendant 25 ans auprès des humains, les autorisant même à monter sur son dos et jouer avec eux dans l'eau alors qu'il était laissé en totale liberté. Très drôle cette anecdote, je trouve. Ouais, j'avoue. Ouais. Les singes se retrouvent aussi quasiment autant mentionnés que les perroquets. Gonzalo Fernandez de Oviedo disait que les singes étaient tellement abondants que tous les jours il en était ramené en Espagne. Il mentionne aussi d'autres animaux, notamment des paresseux, des renards ou des quincajous. Et d'ailleurs, Oviedo acquiert même un renard apprivoisé des Kalinago en échange de hameçons. C'est la classe, ça.
C'est assez stylé. Et d'ailleurs, il dit qu'il est un peu, genre, il est un peu chiant la nuit ou un truc comme ça dans son témoignage. Tu m'étonnes. On a d'autres chroniqueurs qui mentionnent, entre autres, des cervidés, voilà, qui sont considérés comme très affectueux, des pécaris qui insistent pour dormir avec les humains dans les hamacs, ou alors des coatis qui jouaient avec des chiens. Donc de toute évidence, il s'avère qu'apprivoiser un animal, ce ne soit pas quelque chose d'accidentel, mais bien l'aboutissement de pratiques qui sont ritualisées. La première étape consiste bien entendu à se procurer l'animal. Donc parfois ça pouvait être des petits, récupérés quand ils étaient orphelins, mais les sources les plus anciennes mentionnent des efforts intentionnels pour capturer des animaux et en faire des yegwés. Par exemple, pour les perroquets, il est mentionné une technique qui consiste à placer un perroquet déjà apprivoisé dans une cage et qui va servir à attirer ses congénères en imitant des cris de détresse de perroquet quoi. Au XVIIIe siècle, il est noté une technique pour capturer les bébés singes et qui consiste à abattre les mères isolées qui portent leurs petits sur leur dos avec des flèches empoisonnées. Du coup, comme ça, il y a juste à récupérer les petits et à les élever par les humains. Et contrairement aux expéditions de chasse, qui sont une activité qui est essentiellement masculine dans cette région du monde, il est noté la présence de femmes qui participaient à ces excursions, de prélèvement entre guillemets d'animaux. L'étape suivante, c'est l'apprivoisement de l'animal, un processus qui a pour but de transformer un animal ou un enfant en personne. Concrètement, il s'agit de nourrir cet être, donc c'est une activité qui est souvent réservée aux femmes, mais pas exclusivement, et le but c'est aussi de le familiariser, de le socialiser dans son nouvel environnement en fait. Les bébés animaux sont traités quasiment comme des bébés humains, on leur donne parfois le sein et on leur prémâche de la nourriture. Au début du XVIIIe siècle, il est rapporté au Venezuela que des oiseaux apprivoisés mangeaient par exemple en compagnie des humains, leur nettoyaient les dents avec leur bec et leur enlevaient les pellicules des cheveux ou rendaient d'autres services du même style. L'anthropologue Laura Rival note que chez les peuples Waorani de l'équateur amazonien, les animaux occupent une place très importante au niveau des maisons parce que du coup elles sont jamais laissées vides ou à l'abandon. Et la même chose avait déjà été observée chez les Tupinamba au XVIe siècle. Ce qui est très pratique quand même, parce que comme ça tu laisses ta maison, mais il y a déjà des animaux, donc ça se voit que ça fait partie de ton clan quoi. Un peu comme le chien de garde. Ouais, c'est clair. Une autre manière de transformer un humain ou non-humain en yegwé, c'est l'application de colorants rouges issus de plantes, donc directement sur le corps. Sans peinture corporelle rouge, les peuples caribéens ou amazoniens se sentent exposés et inaptes à apparaître en public. Donc c'est un peu comme nous avec les vêtements. Et au 19e siècle, il est rapporté que les animaux, après avoir été capturés, sont recouverts des mêmes types de pigments que les humains afin de les transformer en membres du groupe. Les chiens sélectionnés pour la chasse sont par exemple rasés et couverts de rouge. La même chose arrive aux perroquets dont les follicules qui restent quand on leur prélève une plume est peint en rouge et parfois même agrémenté d'ornements. Au XXe siècle, il a été constaté des animaux portant des ornements similaires aux humains, comme des bandeaux à plumes ou des bracelets de perles de verre. Et des fois aussi, ça arrive qu'on chante des chansons spécifiques aux animaux ou qu'on leur apprenne à parler dans le cas des perroquets. Et tout ça, en fait, ça fait partie de pratiques codifiées qui sont liées à l'apprivoisement. Une fois apprivoisé, l'animal adopté et il est laissé totalement libre. Parfois, il disparaît pendant la journée pour vaquer à ses occupations et il revient que la nuit auprès des humains. Le fait de laisser sa propre volonté et sa liberté à un animal fait entièrement partie du processus d'adoption. Et rappelez-vous, c'est aussi exactement ce qui se passe chez les Tupinamba avec les captifs humains. Quand ils sont capturés, ils sont laissés complètement en liberté. Cependant, tous les animaux ne passent pas leur vie auprès des mêmes humains. Souvent, ils servent aux échanges et au commerce entre des groupes ou à plus grande échelle sur les réseaux très développés de la région. Les animaux apprivoisés, ils servent à créer du lien social entre les familles, les villages. Des bébés animaux sont par exemple offerts pour créer ou maintenir des relations, ou même parfois dans le cadre diplomatique. En Équateur, au 19e siècle, il est rapporté que l'échange d'un animal occasionnait des pleurs chez la femme qui l'avait nourri, comme s'il s'agissait du départ d'un enfant. Et ce type de prestation, ça crée des liens d'obligation réciproques. D'ailleurs, en Amazonie, les discours de négociation sont similaires dans leur forme, dans leur structure. Dans le cas des négociations de mariage, des accusations de sorcellerie, des entretiens pour trouver du travail et l'échange d'animaux. Très original. Ouais, j'avoue. De la même manière, en fait, on a un vocabulaire assez similaire qui est utilisé par les mères lors de la mort d'un animal et lors du départ d'un enfant marié. On voit en fait tout ce lien qui est en train de se mettre en place, toutes ces connexions qui se font et qui peuvent paraître très curieuses pour des personnes d'autres cultures. Les animaux échangés, c'était pas des marchandises comme on peut le voir par exemple en Europe. C'est la même chose concernant les captifs humains et l'esclavage. Pour les Européens, l'esclave, il est lié qu'à un gain monétaire uniquement, tandis qu'en Amérique, l'esclave reste une personne sociale
et sa condition est imposée par des obligations qui sont rituelles, ritualisées, et pas par des lois. L'introduction d'espèces domestiques européennes n'a pas affecté la manière dont les cultures ont perçu les animaux. À travers les Caraïbes et l'Amérique du Sud, un exemple marquant, c'est celui des poules. Chez les Tupinamba, au XVIe siècle, Jean de Léry note que les poules ont avant tout été appréciées pour leur plumage, qui recevait les mêmes décorations corporelles que les humains. Les Tupinamba éprouvaient d'ailleurs une profonde répugnance à l'idée que les Européens puissent manger des poules ou leurs œufs, et réprimandaient sévèrement les Français pour cette pratique. Pour eux, manger un œuf revient à manger une poule. Et la même chose a été observée au XVIIe siècle chez les Kalinago des Petites Antilles par Raymond Breton, corroborant ainsi l'inconcevabilité même d'envisager de manger un animal qui faisait partie des siens. Jusqu'au XIXe siècle, les ethnographes rapportent que les poules et les coqs sont considérés comme des oiseaux chantants au réveil. Donc ils ne sont pas mangés, mais ils sont conservés pour des raisons pratiques ou esthétiques, parce que leur plumage aussi est fortement considéré. Et d'une manière générale, la pratique des Européens consistant à tuer et manger délibérément leur bétail, c'est très très mal vu. Les sociétés natives, elles ont assimilé les animaux domestiques européens selon leurs propres termes. Tuer un animal qui fait partie de son groupe, c'est une transgression. D'autres animaux sont tués, pendant la chasse par exemple, mais ce sont des individus avec un statut qui est différent pour ces communautés. Comme on l'a vu au début, c'est des animaux qui font partie d'un groupe extérieur. Le concept de Yegwe est donc essentiel pour comprendre le processus à l'œuvre en Amérique précolombienne à l'époque du contact. La domestication est un concept limité, trop européano-centré, trop proche de narratifs inhérents à notre culture, et difficile à appliquer à d'autres contextes sans plier la réalité observée pour la faire entrer dans notre grille de lecture. Les Yegwe permettent de s'émanciper de ça et d'apporter à la compréhension non seulement de la domestication, mais aussi des animaux de compagnie. Le fait de tisser des liens et de l'affection avec d'autres espèces, c'est quelque chose qui paraît comme universel et unique aux humains pour le coup. Mais dans les faits, le contexte dans lequel ces relations se créent diffère considérablement en fonction des sociétés. En plus, il existe des différences cruciales entre les animaux de compagnie et les Yegwe. Les premiers n'incluant que des espèces non humaines, tandis que les seconds incluent aussi des humains adoptés. Et la différence concerne également quels animaux sont éligibles à la mise à mort et à la consommation. Donc dans le monde caribéen et sud-américain, il n'y a pas vraiment de limite. La plupart des animaux, incluant les humains eux-mêmes, sont éligibles à l'adoption et à la consommation. Et ce n'est que lorsqu'un individu est nourri et domestiqué que l'idée de le manger devient tabou, hors rituel spécifique, on l'a vu. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation l'aversion des Européens à l'idée de manger de la chair humaine et l'aversion des peuples natifs à l'idée de manger un être familier, ce qui éclaire de manière assez pertinente quand même les constructions culturelles entre deux visions du monde qui sont différentes. Donc au final, pour Marcy Norton, et je vais finir ma chronique là-dessus, l'introduction du concept de Yegwe permet de comprendre des faits ethno-historiques sans avoir à les extrapoler par des notions inhérentes à notre culture ou issues de la colonisation. Elle souligne aussi qu'au-delà de la biologie, l'histoire et l'anthropologie ont quand même énormément de choses à apporter sur les relations interespèces et permettent d'ouvrir un espace qui fait écho à des débats contemporains, comme par exemple le droit des animaux et la ligne qui sépare l'humain de l'animal. En fait, c'est hyper intéressant parce que ça laisse beaucoup à réfléchir sur notre manière à nous, en Occident, de voir le rapport qu'on a à l'animal, voir tous les débats qu'on a aujourd'hui sur est-ce qu'il faut ou non considérer l'animal comme un être sentient à part entière, etc. Et c'est des choses qui ont déjà été, entre guillemets, résolues dans certains groupes culturels. Donc c'est très intéressant de se pencher dessus, je trouve, à l'heure actuelle, je pense. Donc merci beaucoup pour cette intervention, Nico. De rien. Moi aussi, moi, de toute façon, la cause animale, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à Bah oui, cœur. puisque tu es végétarien, donc C'est ça. Et c'est vrai qu'au final, c'est cette ouverture d'esprit aussi qui nous permet de reconsidérer des choses qui peuvent nous sembler étranges, par exemple, dans le passé, ou d'utiliser des concepts qu'on pourrait considérer comme acquis, comme la domestication, par exemple. C'est un truc bien qu'on sûr. remet rarement en cause. Et qu'au final, si on se base, si on prend en compte la vision du monde d'autres peuples, d'autres cultures, on voit qu'il y a des choses à dire. Et ça permet aussi de faire réfléchir à nos propres biais culturels à nous. Bien sûr. En fait, pour quelqu'un qui est anthropologue, je pense qu'il y a énormément de matière quand tu étudies toutes les peuplades qui se trouvent en Amérique du Sud. Et en Amérique du Nord, c'est un peu plus compliqué puisque derrière, en fait, c'est pas. T'as l'impression qu'il y a une barrière des fois. Il y a pas le même sujet, la même perception. T'as l'impression, franchement, que même si les peuplades, tu les associerais toutes quand tu commences à connaître un petit peu ce qui s'y passe,
Moi, au départ, c'était via Age of Empire, hein, comme beaucoup de gens, hein, quand t'avais genre Aztec, etc., un cas, ouais, génial. Mais en fait, quand t'as plus que ça, t'aperçois que du coup, t'as des populations qui sont ultra à la page, en fait, bien avant ce qu'on pense, tu vois. Et je trouve qu'il y a toujours un truc intéressant dans les chroniques de Nico, c'est que t'as toujours une merde qui se passe entre des trucs cohérents, genre l'ordre de la bonne bouffe, etc. Enfin, il y avait que des trucs comme ça où t'as un petit truc, t'as l'impression qu'il y a une faille spatio-temporelle qui fait qu'on place un élément contemporain dans quelque chose qui est historique. Et c'est un peu ça la vision qu'ont ces peuplades via le respect et puis la vision de l'animal. Parce que quand tu penses, ne serait-ce qu'en Europe, et pour beaucoup de contrées d'ailleurs, hein, quand il y a eu domestication du loup, le loup, c'est un formidable outil de chasse. Enfin, outil, ça a été un compagnon de chasse, mais de l'autre côté aussi, faut pas oublier que pendant les périodes de disette, ça a été aussi un bon garde-manger, quoi, l'animal domestique. Donc, du coup, il y a une notion de symbiose qui est intéressante et qu'on avait vu retranscrit via Prey, effectivement, comme tu l'as dit, quand on a Oui. Ouais. fait le coup critique dessus, qui est assez intéressant. Donc, je trouve que tu as l'impression qu'il y a parfois des cultures qui sont vierges de toute influence d'autres cultures parce que isolé, même si l'isolation est quand même un terme Ouais, assez vaste quand même pour un ouais, continent comme l'Amérique, quoi. ouais. Mais j'ai toujours l'impression qu'on prend des cas isolés à la manière où tu démarres une partie de Age of Empire où tu as ta propre culture, tu fais tes trucs, toi, tac, tac, et t'évolues au fur et à mesure. Le concept d'isolation ou même de peuple primaire comme ça ou vierge, c'est une construction. Je vous recommande Européenne. un très bon documentaire Arte qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle, je crois, Les peuples de la forêt enchantée, je crois, Oui, le peuple de la forêt. qui parle de l'Amazonie. Ah non, bah non, on a juste vu le peuple de la forêt en trois parties qui parlent des forêts Ah non, européennes. Donc, non, en fait, ça parle de l'archéologie du coup de l'Amazonie, qui est quelque ok, chose cool. d'extrêmement peu connu. Et si on retrace au niveau des premières sources historiques et qu'on retrouve les traces archéologiques, la vision qu'on a de la forêt vierge amazonienne, c'est quelque chose qui s'est forgé au 19e siècle et au début du 20e siècle, en fait, quand il y avait, quand tous les peuples locaux de la région n'existaient plus déjà, Ouais. ou quasiment plus. Et en fait, il faut considérer que à l'époque, ça, c'est cohérent avec les traces qu'on retrouve, avant l'arrivée des colons ou même au 15e, 16e siècle, ce sont des régions qui sont extrêmement connectées, où tu as des routes qui traversent l'Amazonie. C'est difficile à imaginer, mais c'est vraiment le cas. Où tu as des villages, tu as énormément de villages, c'est une zone qui est qui est très densément peuplée. On le voit aussi avec les migrations de population, par exemple les Tupinamba. Tu as des Tupinamba qui sont allés en moins d'un siècle de l'embouchure de l'Amazone à Rio de Janeiro, à limite le Pérou. Je crois qu'ils sont allés Ouais. jusqu'au contrefort des Andes. Et c'est vrai que si on n'a pas cette notion de réseau en fait qui est mis en place, en fait c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et qui est en cours en fait qu'on est en train On déconstruit, d'être quoi. découvert, quoi. C'est ça. C'est assez fascinant, ouais, j'avoue, parce que on s'est construit tout un imaginaire mental, un petit peu, effectivement, comme tu dis, à cause du 19e siècle. Et Mm, mm. il y a un film que j'ai beaucoup apprécié, c'est The Lost City of Z, où vraiment t'es Oui, je l'ai plongé vu, ouais. début 20e, et tu suis un mec qui est persuadé qu'il y a des civilisations qui ont vécu en Amazonie, et personne ne le croit. Mm. Et personne ne le croira jamais, alors qu'en fait, Ah non, c'est une évidence. aujourd'hui, on découvre que c'est vrai, quoi. Donc Mais c'est hyper, c'est vrai, mais c'est hyper intéressant. t'as même des Européens qui l'ont vécu. T'as un Espagnol, je me rappelle plus son nom, qui est descendu en fait de la source de l'Amazonie jusqu'à son embouchure. Et en fait, il disait dans ses chroniques qu'en fait c'était dur de débarquer. Et des fois, ils osaient pas parce qu'en fait c'était dur de trouver des endroits où il y a personne. Ok. Genre, c'est difficile de se dire ça. Ouais, complètement. Je suis en train de lire aussi un bouquin d'une anthropologue qui s'appelle Alice Beck-Keogh, qui, elle, du coup, parle des réseaux qui étaient mis en place en Amérique du Nord. Donc, elle est spécialisée plus, c'est une anthropologue qui est spécialisée dans l'Amérique du Nord. Et pareil, elle arrive à mettre en évidence des choses, des influences et des déplacements de population qui sont extrêmement bien documentés. Mais c'est juste qu'en fait, la manière dont on a de découper les choses et de considérer les populations, on n'envisage pas qu'elles aient pu avoir une organisation aussi développée. Et c'est juste à cause toujours pareil, du 19e siècle on a parqué des populations dans des endroits paumés et on les a privés de toute la richesse, de tout ça. Donc voilà. De toute leur âme, quoi, en fait, presque, de leur âme culturelle. Ouais, c'est ça. Et au final, c'est pour ça qu'on a une vision complètement biaisée de peuples qui sont isolés, alors que en fait, c'est nous qui les avons isolés. Ouais, c'est ça. Quand tu avais évoqué les animaux qui étaient des bons candidats à la domestication en Amérique du Sud, quand tu as parlé du paresseux, mais dans ma tête, je me suis fait, mais quel serait le besoin de domestiquer le paresseux? Parce que ce truc-là, que tous les 2 ans, il est capable de se suicider sans faire exprès pour aller aux toilettes.
Ouais, mais après, c'est sûrement notre ou même ma vision hein, de la domestication européenne qui est soit des Du animaux domestiques 19e siècle, on y revient toujours. comme le chien ou les animaux pour se nourrir, c'est pas du Puis tout la comme même s'il chose. faudrait forcément une utilité toujours à Voilà, l'animal, c'est ça. quoi. Non, en fait, c'est bête, hein, mais Mais je- On a une Mais Est-ce parce vision que que c'est tu vois, voilà. dans... pas, utilitariste, ouais. est-ce que c'est pas dans Mais sa facilité à pouvoir le capturer que déjà en soi il y a eu une idée que on ouais, pouvait peut-être sûrement. faire Mais quelque chose après, avec l'animal. après, Alors le est-ce chien, qu'on j'en ai peut se toujours. dire que toutes les ressources et parce que souvent, quand du domestique, c'est du donnant-donnant. Enfin, on peut essayer de voir du donnant-donnant, Une symbiose. la personne qui va avoir des poules dans son jardin, il nourrit des poules, il les fait vivre, et en échange, il récupère les œufs. Ou les plumes, hein, si c'est un Ou les toupinamba. plumes hein, aussi, hein, exactement. Et je me dis, mais voilà, enfin, quand tu mets de l'énergie à récupérer un animal, qu'est-ce qui va t'apporter aussi en retour? Après, s'ils n'ont pas besoin d'avoir Mais tu vois, un même ce retour mode de de. Ouais, pensée, c'est un C'est mode très de pensée occidental. utilitariste et un mode de pensée ouais. occidental. Et ça qui est très, très important, enfin très compliqué, c'est d'essayer de se dire que c'est des civilisations, enfin des peuples, des civilisations, bah, qui sont tellement pas fondés sur les mêmes bases, Et les oui, mêmes bah bases oui. philosophiques, les mêmes bases structurelles, etc. Oui, puis Justement, se poser ce genre de questions, d'essayer de se mettre à leur place et de. C'est ça. Et c'est Mais un c'est peu ça pareil aussi, avec du la Ouais. coup préhistoire au final. J'ai elles ont pas l'impression. été influencées par une méthode de pensée qu'on avait, nous, notamment en Europe, de savoir que fatalement, comme dit Clément, il y a un fait de donner et de recevoir Mm, mm. dans cette idée-là, en fait. Mais à Même la si manière maintenant dont on donne beaucoup moins maintenant. est-ce On que reçoit derrière beaucoup. aussi tu t'orientes dans la place que pourrait avoir un animal dans la spiritualité, ça reste du donnant-donnant. C'est-à-dire que Ouais, par exemple, oui. quand on va Mm. respecter, alors je vais peut-être blasphémer dans deux ou trois religions différentes, mais quand on parle de la vache indienne, par exemple, on attend quelque chose en retour, même si on la respecte et c'est fondamentalement inscrit dans le comportement des individus. En fait, derrière, il y a une notion que, ben, du coup, la vache représente quelque chose. Et donc, du coup, à travers des prières, on peut espérer quelque chose qui arrivera ou pas. Après, ça, c'est Mm. toujours pareil avec les gens qui habitent là-haut. Du coup, c'est ça aussi l'aspect, en fait, ouais, c'est donner sans avoir à attendre quelque chose. Et du coup, ça veut dire intégrer l'animal en tout. Et là, du coup, on va faire un coup critique sur le prochain Avatar avec la symbiose des animaux. oh, Non, je sais pas, je veux pas tout à fait on, dans ce on verra, truc. on verra. On ne sait On pas. verra, hein, On ne sait pas. voilà, voilà. Non, mais après, Et je voulais d'ailleurs, jouer. Oui. critique d'Avatar qui durera au prorata du film. Voilà. Oui, du coup, je voulais rebondir sur un truc parce que c'est vrai que vous avez montré que la domestication à l'occidental, il y a toujours ce rapport un peu je prends, tu prends, etc. Mais aujourd'hui, on a des animaux domestiques qui honnêtement ne servent à rien. Enfin, je veux dire, quand t'as des rats chez toi ou des cochons d'Inde, bah tu vois, tu les bouffes pas. Oui, bah oui, oui. Les câlins, bon, bah voilà, vite fait, mais t'as quand même aussi une nouvelle conception qui se met. Je sais Ouais. pas depuis combien de temps les rats sont domestiqués, mais t'as quand même cette notion-là qui est présente aussi chez certaines personnes qui ont des animaux qui ne durent pas longtemps. Un rat, ça vit 2 ans, donc au Mm. bout de 2 ans, ton rat il est mort, à Mm. l'instar du paresseux dont parlait Clément tout à l'heure. Donc il n'y a pas que de l'utilitaire aussi. Ouais. Ça dépend Ouais, chez qui, c'est quoi. sûr. C'est très Après, compliqué, ouais. Et c'est comme je disais un petit peu, bah, c'était dans la chronique du chien, qu'en fait il y a beaucoup de notions aussi que nous on essaie de projeter sur des peuples qui sont au final bah, issus de notre culture, issus de la manière dont on les voit, bah, comme j'avais dit par exemple pour bah, la vision de l'Amérique comme un paradis, par exemple quelque chose où tout le Oui, monde est très proche de la nature, etc. Au final c'est quelque chose qui est complètement construit par une pensée qui est chrétienne en fait. oui, bien Crédit. sûr. Et tout ça, c'est un mix à prendre en compte. Mais pour la après, tu domestication, vois, oui. j'ai toujours pensé, alors après, c'est toujours dans ma vision des choses, et parce que, après, tu vois, je peux me tromper, hein, mais quand les gens me demandent, ne serait-ce que, on parle d'un sujet que nous affronte ou qu'on dispense quotidiennement, à savoir la préhistoire, quand tu pars d'un principe où tu enlèves le monde d'aujourd'hui et tout ce qui s'en découle, et qu'à l'époque où tu ne vivais pas au même endroit tout le temps, que tu étais semi-nomade et que derrière, en fait, peut-être que les personnes vivaient ou avaient ressenti que les animaux, la faune, l'ensemble du milieu naturel réalisait un tout, et que du coup on n'avait pas encore cette notion de supplanter la faune, la flore à travers l'agriculture, l'élevage, etc. Tu as peut-être aussi cette vision qui est restée bien plus longtemps aussi auprès de différents peuples, même si derrière c'est compliqué de le prouver, c'est compliqué de le dire, et ça relève simplement d'un pur fantasme intellectuel, mais on aimerait que ça soit comme ça. Après, est-ce que c'était véritablement comme ça? C'est Alors, compliqué à interpréter. Alors, on peut pas pareil, savoir, tu vois, d'autant plus que
Nico, la plupart des peuples dont tu parles sont quand même agriculteurs aussi, sont C'est pas tous ça. chasseurs C'est pour ça, en fait, collecteurs. le Donc, concept même de symbiose avec la nature, il est biaisé aussi, à mon avis. Parce que c'est des peuples qui pratiquent l'agriculture, qui pratiquent le commerce à grande échelle, qui bâtissent des villages de plusieurs milliers d'habitants. Donc, enfin voilà, c'est Ouais, très ouais. compliqué Non, ouais, c'est aussi censé. c'est le mythe à du bon définir, sauvage ouais. de Rousseau, en fait, qu'on veut placer dessus aussi, Ouais, c'est d'une ça. certaine En fait, manière. c'est pour ça qu'il faut essayer de. Enfin, c'est C'est impossible impossible. d'être le plus Et, objectif possible, et mais moi, ça, C'est enfin, compliqué, ouais. c'est clair. J'avoue que c'est compliqué. Enfin, c'est pour ça que j'adore me renseigner sur la recherche actuelle en Amérique, grosso modo. bien sûr, bien Parce sûr. que tu vois que les mentalités ont tendance à évoluer, notamment grâce aussi au milieu militant, qui est extrêmement lié au milieu de la recherche universitaire en Amérique, notamment en Amérique du Nord, et qui permet justement de s'affranchir en fait de choses qui nous semblent acquises, qui nous semblent normales pour nous, alors que en fait on étudie des peuples pour qui en fait ils se sont construits complètement différemment et leur vision du monde est aussi différente. Et enfin c'est juste fascinant. C'est juste fascinant parce que au final je vais citer Bartholomé de Las Casas pour finir. C'est une sorte de miroir. On est chez France Culture, là, c'est parfait. C'est une sorte de miroir déformant de notre. En fait, voilà, de voir l'autre, ça nous renvoie à nous-mêmes au final. Exactement. Merci beaucoup, Nico, pour cette chronique et cet échange. Pourquoi qui rigole? Ouais, c'est moi, c'est parce qu'en fait, pendant un peu de temps de la chronique de Nico, en fait, je me suis préparé à manger, et puis quand j'ai mangé, en fait, je me suis senti coupable d'avoir mélangé du riz, des œufs et de la sauce soja. Et je me suis dit, bah, du coup, je ne suis pas ces personnes et je ne le serai sans doute jamais. Mais t'imagines, chez les Toupinambas, tu pouvais pas manger des œufs, mais tu devais manger de la chair humaine quand même. C'est assez. Et oui. Genre, quand Oui, t'étais bon. français, quand t'arrivais chez eux, c'est. Je trouve que les Normands qui ont vécu là-bas, ils ont dû. Les pauvres. Je Ouais, pense ils qu'ils ont vont dû être vivre très des émus choses, pour eux. ouais. Ils devaient être contents de retourner en Normandie après, je pense que la chair humaine. Enfin bon, bref. Reportez-vous à la chronique sur les Toupinambas de Nicolas qui existe, elle est excellente. On a perdu Raphaël, ça y est. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.